Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est une conférence très particulière ce soir pour moi, puisque c'est l'anniversaire. Un anniversaire de bâtiment. Pour un architecte, c'est toujours un moment très émouvant, car c'est un moment de souvenir, c'est un moment où on retrouve ceux avec qui on a travaillé, et c'est aussi un moment où on découvre ceux qui vivent et qui travaillent aujourd'hui au présent. Je ne vais pas parler de Iwa-ICC uniquement, je vais plutôt introduire ou réintroduire Iwa-ICC dans un ensemble. Ce n'est pas une chronologie, c'est plutôt un travail, ou plutôt des travaux au pluriel, qui se développent autour ou grâce à ce que ICC a montré, a prouvé et a fait naître dans le monde de l'architecture. En effet, nous sommes dans un monde de superstructures, nous vivons au-dessus du sol, souvent de façon artificielle, dans tous les sens du terme. Et je parlerai ici beaucoup de géographie, de façon à faire écho au professeur Kim Hye-rung, qui a parlé d'histoire. En effet, la question du sol, c'est ce qui nous attache à notre terre, physiquement, mais aussi d'un point de vue spirituel, d'un point de vue également fonctionnel. Le sol nous fait vivre, nous venons du sol, nous retournerons dans le sol. Le sol est donc un élément qui fonde l'architecture. Et nous travaillons pour dédiaboliser la notion du sol. Ici, vous avez une image, une illustration de l'enfer de Dante. Tout ce qui est dans le sol nous semble sombre, inquiétant, humide. Et moi, je pense que, et je ne suis pas le seul à le penser, que le sol est en fait nourricier. Peut-être pas seulement du point de vue fonctionnel, comme on peut le voir sur ces images, ou bien, comme on peut voir ici, une ville souterraine. Le sol n'est pas seulement un élément protecteur qui nous isole du dessus. Le sol peut être un élément de lien. Et beaucoup d'architectes, d'historiens, d'urbanistes, d'écrivains ont développé une vision ou une relation avec le sol qui est une relation de mutualisation. Développer un réseau, développer des échanges grâce et autour du sol qui nous lie et qui nous relie. Première expérience, il y a longtemps, en 1985, j'ai fait une proposition pour un campus universitaire à Angers, dans l'ouest de la France. Et l'idée était en fait de proposer une surface avec légèrement en dessous jardin, bibliothèque, amphithéâtre, ce que nous appellerions aujourd'hui un learning center. Déjà, cette idée d'utiliser un bâtiment comme un sol, un bâtiment comme un espace public, était née. Et nous travaillons aussi beaucoup par fiction, mais pas par utopie. Fiction pour nous ouvrir l'esprit, fiction pour nous ouvrir les yeux. Par exemple, Le Corbusier, incrusté dans le sol. Évidemment, l'autorité de cette architecture disparaît au sens propre comme au figuré. C'est ce que nous avons développé en particulier pour la bibliothèque. La Bibliothèque nationale à Paris, c'est un grand bâtiment, très grand bâtiment, 300 000 mètres carrés. C'est certainement un des plus grands bâtiments culturels en France. Ce bâtiment, il devait faire naître un quartier autour de lui, car c'était en fait une friche industrielle. Mais il ne pouvait pas faire naître ce quartier s'il avait été construit d'un seul bloc. Ce bloc aurait été trop grand et il aurait encombré
gêner, contrarier le développement de ce futur quartier. D'où l'idée d'introduire au cœur de ce bâtiment un jardin mythique, mystique, naturel, écologique, sauvage, un jardin que le président François Mitterrand va sanctuariser puisque ce jardin n'est pas autorisé aux lecteurs ni à aucun public. C'est un jardin de nature qui, évidemment, est au contact de tous les lecteurs. C'est un jardin creusé, 14 mètres en dessous de la surface de la Seine, donc du fleuve. C'est un jardin qui va faire naître autour de lui, par transplantation, des espaces de lecture qui sont baignés par de la lumière naturelle. En fait, cette relation entre architecture et nature, on la retrouvera évidemment dans le projet de ICC. L'architecture et la nature, ici, se complètent. L'architecture est inscrite, incrustée dans le sol, et la nature lui donne la vie et lui donne la lumière. Ce bâtiment disparaît, on ne voit que les 4 angles du bâtiment, 4 tours, 4 livres ouverts, 4 formes géométriques qui marquent en fait l'absence de cette architecture, du cœur, du volume, le cœur étant réinstallé, creusé dans le sol autour de ce jardin. Fiction aussi par rapport au patrimoine. Ici, l'Arc de Triomphe à Paris. C'est une place, évidemment, un mémorial, une place symbolique, historique, mais on imagine réenchanter, d'une certaine façon, révéler ce patrimoine en proposant de poser ce monument sur un disque de verre pour développer en pied, dans les fondations du monument, un mémorial, un musée lié à l'histoire de l'Arc de Triomphe et surtout, évidemment, à l'histoire de la France. Ici, aussi une autre fiction, à Tokyo, au pied de la Tour Eiffel, que nous appelons la Tour Eiffel, eh bien, nous pourrions creuser dans le sol, y trouver d'autres lieux qui prolongent cet édifice et qui le réinsèrent dans le fonctionnement d'un quartier. Tout ceci est né, en 1991, d'un petit château qu'il fallait transformer en centre de conférence, près de Paris. La maison a été protégée, on a creusé assez profondément finalement, pour y installer auditorium, café, petits restaurants, de façon à organiser des rencontres et des congrès. Mais ceci dans le respect absolu du paysage, du parc. En fait, on pense que c'est un plan d'eau, que c'est un bassin. Pas du tout. C'est un sol de verre qui reflète l'architecture et qui laisse passer la lumière pour éclairer le dessous de ce petit château. On pourrait imaginer aussi, par exemple, à Paris, dans des lieux extrêmement connus, symboliques, historiques, d'introduire dans l'épaisseur du sol, dans l'épiderme de ce sol, des entrées. Ceci transformerait singulièrement le dessous de l'esplanade des Invalides, que l'on pense être en pleine terre. En fait, il n'en est rien. Dessous, il y a des installations industrielles, il y a des parkings, il y a des commissariats de police, il y a tout un ensemble d'infrastructures qui peut-être pourraient trouver une meilleure place dans une autre partie de Paris et offrir cette surface à un développement plus harmonieux de ce centre historique. Même chose, même idée, en collant, en utilisant des bâtiments réalisés, des projets réalisés, en faisant un collage avec ici à la place de l'avenue Foch. C'est un collage que la maire de Paris, Anne Hidalgo, apprécie beaucoup, car c'est un collage qui montre que l'on peut conserver un environnement planté, ne plus utiliser cette avenue pour les voitures, mais au contraire, l'utiliser comme un lieu de promenade,
comme au XIXe siècle, lorsqu'on allait de l'Arc de Triomphe jusqu'au Bois de Boulogne, à pied, en se promenant le dimanche. Et donc, cette notion de relation juste sur l'épiderme, sur la première épaisseur du sol, nous permet en fait de construire des paysages. Et Iwa, ici, c'est cela. C'est-à-dire la proposition de construire un paysage avec ou à partir de l'architecture et de ne pas construire un bâtiment posé sur un paysage. Et ceci, je dirais, c'est presque un propos de géographe ou bien un propos d'artiste, comme ici avec Michael Heiser, grand artiste américain qui travaille sur des dimensions territoriales. Iwa, c'est une action qui est une action de création d'un paysage ou de reconstruction d'un paysage, mais c'est surtout l'idée qu'un bâtiment puisse être un réseau. Vous parliez d'accompagnement, vous parliez d'empathie. Iwa ici, c'est cette empathie et cet accompagnement parce qu'il fonctionne comme un réseau. Il ne fonctionne pas comme un bâtiment avec un devant, un derrière, avec une porte, avec un toit. C'est un ensemble, c'est un lieu, c'est une place. Et cette place, elle vient finalement reconstruire la colline historique. Elle vient se substituer à des infrastructures. Elle vient réintroduire la nature dans le campus. Mais cette nature, c'est une nature retrouvée, mais c'est une nature artificielle. Vous voyez ici quelques photos de ce chantier. Il faut construire un grand trou. Ensuite, on va bâtir à l'intérieur de ce trou et puis couvrir cette infrastructure pour qu'elle devienne jardin et puis architecture. Ceci s'inscrit non pas au hasard, mais dans une logique de développement de la ville, du développement urbain d'un quartier, car la vallée crée une perspective sur le bâtiment historique, un des bâtiments historiques du campus, mais également, cette vallée prolonge la rue qui relie les transports en commun, et en particulier le métro, au campus lui-même. Et c'est ce dispositif qui met en place cette géographie, et géographie qui, petit à petit, va devenir une histoire. L'architecture ne crée pas d'histoire. C'est ceux qui utilisent l'architecture, qui vivent l'architecture, qui transforment l'architecture, qui vont créer l'histoire. Et vous avez transformé cette architecture. Vous l'avez fait vivre et vous l'avez inscrite dans l'histoire. Cette architecture, qui n'est qu'un paysage, qui n'est qu'une géographie, a pris tout son sens aussi du point de vue de la durabilité, du point de vue d'une relation plus heureuse, plus harmonieuse, plus économe, plus cultivée, plus spirituelle finalement, avec notre environnement. Car Iwa, ici, c'est un ensemble qui utilise le sol pour s'appuyer, pour se lever d'une certaine façon, un peu comme un cocon dans le sol, et se nourrir finalement de l'inertie du sol. Et cette inertie, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui dans nos villes, dans nos métropoles. Comment des bâtiments peuvent être passifs, inertes, c'est-à-dire qu'ils nous donnent cette notion de sécurité, d'économie, de pérennité. Iwa, c'est grâce à cette histoire, et nous avons vu tout à l'heure des images de cette vallée, de l'utilisation, de l'usage de cette vallée. Iwa, c'est devenu, pour moi, pour nous, un espace public, pas au sens d'un espace de la ville, mais au sens d'un espace où le collectif peut s'installer. Autre fiction, ici à Mexico,
pour montrer qu'il y a des dessous, que notre histoire est une sédimentation de surfaces, de bâtiments, de lieux, ou bien des rêves, des utopies. Ici à Paris, un dessin fameux d'une époque, dans les années 70, où on imaginait construire sous la Seine. Mais aussi, on pourrait développer des fictions ici à Genève. Comment, par exemple, entrer dans le lac, avoir une autre relation avec l'eau, que cette surface ne soit pas une surface immobile. Ce travail par rapport au sol est un travail de discrétion, est un travail d'effacement. C'est une forme de disparition de l'architecture. Et pour le palais de Versailles, le château de Versailles, le travail groundscape, c'est-à-dire cette idée d'utiliser des surfaces souterraines, nous a permis en fait d'agrandir le château. Car le château de Versailles était trop petit. Il était trop petit pour accueillir des millions de visiteurs, les accueillir ici, dans ce pavillon, leur offrir la possibilité de visiter le château, qui est un musée, et de pouvoir ressortir au même endroit, sans se croiser. 7 millions de visiteurs à Versailles par an, certains jours 30 000 visiteurs, il est impossible d'entrer et de sortir par la même porte. Et donc nous avons imaginé, dans le plus grand respect de l'architecture existante, 18e, 17e ici, 19e siècle pour d'autres parties, et 21e avec celle-ci, nous avons imaginé de créer un escalier. Un escalier qui nous a permis d'utiliser le sol et le sous-sol de ces bâtiments, utiliser le sous-sol de la cour, et nous y avons trouvé les citernes du roi, qui ont été transformées ensuite en boutiques. Et juste ce geste, qui est un geste utile, qui est un geste extrêmement classique, un escalier dans un château est un élément d'architecture récurrent et qui a une permanence. Et cet escalier, en fait, va être éclairé un petit peu comme la pyramide du Louvre éclaire la cour centrale du Louvre. Cet escalier va permettre d'amener la lumière à l'intérieur de ce sol, de créer des espaces d'accueil pour les visiteurs, de développer aussi une relecture de Versailles avec un travail sur le métal, le sol de Versailles avec le même design, mais un matériau métallique, des tissus métalliques, comme autrefois, dès la Renaissance, on utilise le tissu métallique pour se protéger de l'extérieur, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc un Versailles revisité, un Versailles réactualisé, adapté à de nouveaux usages, à de nouveaux publics également, mais dans le profond respect de son patrimoine et de son architecture. Une image pour vous mettre l'eau à la bouche, comme on dit en français, puisque Alain Ducasse, le célèbre chef cuisinier, y a installé un de ses restaurants. Donc c'est un pavillon complètement transformé, accueil du public, restaurant, amphithéâtre, tout un ensemble qui est offert à ceux qui viendront visiter le château. Le patrimoine, en France, évidemment, est un élément qui constitue notre pays et notre culture et qui constitue des morceaux, si je puis dire, du paysage français. Ici, l'île de la Cité. L'île de la Cité, c'est un ensemble monumental, historique, ô combien historique. La partie visible de l'île, un peu comme un iceberg, n'est pas la partie la plus ancienne, en dehors évidemment de la cathédrale et de la Sainte-Chapelle. Mais les autres bâtiments ont en fait à peu près 150 ans, donc c'est assez jeune. Le dessous de l'île va remonter à plus de 2000 ans. Mais l'île que nous connaissons est une île du 19e siècle, monumentale, palais de justice, hôpital, la police, la cathédrale, de hauts lieux institutionnels qui organisent la vie du citoyen et les institutions françaises. On ne peut pas toucher à l'île de la Cité. Et François Hollande, vous voyez, le lapsus est intéressant,
entre les deux François, car effectivement, François Mitterrand, lui, avait une vision de transformation de la capitale par des monuments. La Bibliothèque nationale, bien sûr, mais le Louvre, l'Opéra de Paris, l'Arche de la Défense, des marques qui sont des bâtiments. François Hollande avait un intérêt, lui, pour faire un acte, ou tout au moins entamer une réflexion de transformation de l'île de la Cité. Île de la Cité qui, d'une certaine façon, a sclérosé les relations entre le citoyen et l'institution. Bâtiments fermés, bâtiments autoritaires dans leur architecture, autoritaires dans leur mode de fonctionnement. Comment faire revivre cette île qui est en fait le cœur du cœur? Et donc, l'avenir de l'île, on l'imagine par le dessous, par une couche ou un soubassement que le baron Haussmann a réalisé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la transformation de l'existant par destruction ou bien par création de nouveaux bâtiments. Nous sommes dans la transformation de l'existant par révélation. Révélation du dessous, révélation de l'espace public, révélation aussi de lieux collectifs, de lieux que l'on peut partager, comme ces grandes cours qui organisent les bâtiments publics autour d'elles-mêmes. Et en particulier, la cathédrale. Voilà une vue de la place devant la cathédrale à la fin du XIXe siècle. L'Hôtel-Dieu est reconstruit. Avant, l'Hôtel-Dieu se trouvait ici, le long de la Seine. Les arches que vous avez ici constituent les anciennes fondations de l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu est repoussé. Ceci dégage une grande place devant la cathédrale. L'idée est en fait d'accueillir à cet endroit aussi les millions de visiteurs qui viennent à la cathédrale, mais qui viennent aussi au cœur de Paris. Et l'idée, c'est donc d'organiser en fait une double place, à double étage. Une place devant la cathédrale, avec un sol de verre qui reflète la façade de la cathédrale, qui amène de la lumière naturelle dans la partie archéologique qui se trouve sous la place de la cathédrale, et puis d'ouvrir dans les fondations de l'ancien Hôtel-Dieu, qui est ici, donc l'hôpital, d'ouvrir sur la Seine, d'ouvrir sur le fleuve. Voilà la situation aujourd'hui. Derrière ce mur, il y a les arches que vous avez vues. Ce que l'on imagine, en fait, c'est d'ouvrir tout simplement cette architecture qui nous est donnée par l'histoire sur l'eau, sur le fleuve, sur la Seine. Ainsi, nous allons multiplier finalement les sols. Nous allons offrir plus de surface pour accueillir plus de public, pour que ces publics puissent s'arrêter, puissent entrer dans la cathédrale, puissent découvrir l'histoire de ce lieu, puissent également aller jusqu'à l'hôpital ou bien visiter la Sainte-Chapelle ou d'autres lieux historiques de l'île de la Cité. Voilà par exemple une vision, qui est aussi une fiction, de ce sol de verre avec les traces archéologiques qui existent aujourd'hui, qui sont peu visibles ou difficilement accessibles, et cette notion de relation entre l'histoire qui est sous nos pieds et celle qui est sous nos yeux. Également, ceci permet de développer une nouvelle relation avec Paris, avec le Paris historique. L'idée étant d'aller à pied de la cathédrale jusqu'au Louvre, jusqu'au musée du Louvre, par les quais, en se promenant. Donc un quai piéton, un quai orienté au sud, un quai qui nous fait découvrir Paris et qui nous permet de retrouver d'une certaine façon une vie sur la Seine, ce qui a été de tout temps une activité industrielle bien sûr, mais aussi activité festive et pourquoi pas activité de travail également. Donc une île qui petit à petit se révèle, qui élément par élément, en accord avec la ville de Paris, avec la maire de Paris, cet espace public se recompose, se requalifie et permet, sans y toucher, uniquement en intervenant par le dessous, de redonner une qualité, une actualité
à l'île de la Cité. Évidemment, c'est un exemple dans le cadre du patrimoine mondial, car la transformation de notre patrimoine, ou plus exactement la conservation de notre patrimoine, nous oblige à imaginer des usages qui permettent à ce patrimoine de vivre, car nous n'avons pas les moyens économiques d'entretenir cet immense patrimoine. Il faut que la vie habite le patrimoine, il faut que la vie permette à ce patrimoine de durer dans le temps et de marquer définitivement l'histoire avec ses références construites et ses traces habitées. Autre exemple, là aussi une fiction, un grand ensemble, un ensemble de logements sociaux près de Paris, avec un collage, avec un morceau de Versailles, l'orangerie de Versailles. Juste pour expliquer en particulier à nos politiques qu'il ne faut pas négliger le sol, que ce sol est en fait une ressource et que la qualité de ce sol modifie sensiblement l'architecture qui est construite sur ce sol. Mais il faut aussi des fois creuser plus profond. On peut imaginer par exemple le Panthéon de Rome incrusté dans le sol, un petit orifice qui est de 7 mètres de diamètre qui amène de la lumière sur un diamètre beaucoup plus important du sol. Cette idée, nous l'avons développée en particulier pour une station de métro, du nouveau grand métro qui va ceinturer Paris, le nouveau métro qui va desservir la métropole parisienne à Villejuif. L'idée est une idée que l'on va, elle aussi, développer petit à petit ici à Séoul avec le projet de Lightwalk dans Gangnam. L'idée, c'est d'introduire la lumière naturelle et d'introduire l'air naturel profondément dans le sol. Voilà la vue de cette station de métro. On va traverser le kiosque que vous avez vu précédemment et découvrir ce cylindre, ce puits, 50 mètres de profondeur, 30 mètres de diamètre, et une station de métro à ciel ouvert, ou plus exactement 2 stations de métro qui se croisent à la lumière naturelle, avec une ventilation naturelle, là aussi avec un dispositif de durabilité totalement passif et donc avec une pérennité assurée et garantie. Ce collage est un peu notre manifeste, c'est-à-dire la Poste du Louvre, un bâtiment historique dans Paris, la Grande Poste, sur lequel nous travaillons actuellement et que nous allons modifier les usages de cette poste. Évidemment, le bureau de poste va rester, mais il y aura un hôtel, des bureaux, des commerces, un petit commissariat, des logements sociaux, tout un ensemble vivant, avec une cour ouverte. Cette cour ouverte, on imagine qu'elle pourrait se prolonger par la station de métro que vous avez vue précédemment. Ainsi, nous conservons le tissu historique. Nous transformons les usages de ces bâtiments historiques, nous les adaptons à notre activité contemporaine, à nos besoins contemporains, et nous relions cet ensemble, ou ces ensembles, au transport en commun, à proximité, de façon à ce que l'on vive et l'on travaille à proximité des lieux de transport, et que ces échanges entre nous, qui sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux dans les métropoles, soient les plus réduits, les plus confortables possibles. Une fiction actuellement exposée au Centre d'architecture de Séoul, exposition qui vient d'être inaugurée il y a 2 jours, une proposition pour aménager la place devant l'hôtel de ville. L'idée étant de mettre en relation l'ensemble de l'infrastructure que vous connaissez bien avec les différentes stations de métro et la place de l'hôtel de ville. L'idée étant de créer en fait un lieu qui existe déjà, mais que l'on va légèrement creuser en pente douce, de façon à étendre la bibliothèque, étendre également l'hôtel de ville, mais aussi se relier avec la station de métro ici, s'ouvrir sur le parc, et petit à petit reconquérir ou conquérir des espaces qui sont à proximité des transports en commun, à proximité des mouvements, si je puis dire, urbains et quotidiens. Et c'est en fait un ensemble qui lui aussi peut se doter d'une certaine technologie, car en fait vous avez la version ouverte et un peu comme un appareil photo, on pourrait imaginer que ce sol se referme et permette
une utilisation plus vaste, plus importante de cette esplanade. Donc des lieux collectifs, des lieux qui font vivre le dessus avec le dessous, des lieux qui créent en fait cet échange, cette notion de réseau que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez une vision du plan du dessous, ce qui est beaucoup plus riche que ce que l'on imagine aujourd'hui. Ce ne sont pas juste 2 stations de métro et les fondations de 2 ou 3 bâtiments, c'est en fait une grande place, un grand ensemble qui va permettre d'aller d'un côté à l'autre, aussi bien en été comme en hiver, en étant protégé et en étant accompagné vers les différents points, si je puis dire, de développement de ce quartier, mais aussi de l'ensemble de la métropole. Un projet manifeste ici également à New York. Cette fiction est un peu un prémonitoire du travail que l'on va développer à Séoul. Une image du chantier de New York City. Donc vous voyez que le sol est un lieu dans lequel on peut travailler. Et ici, à Séoul, c'est la même problématique. C'est-à-dire comme Manhattan, c'est la question de ces grands ensembles, de ces downtown, avec des bâtiments de grande hauteur, mais avec une relation avec le sol, avec la ville, qui est une relation qui s'arrête à la surface des rues. L'idée de Lightwalk, c'est en fait de créer un espace public qui va relier le COEX avec JBC, mais aussi avec l'ensemble des stades de James Hill. Et donc, c'est un projet qui, en fait, non seulement va mettre en place un lieu d'échange du point de vue des transports, mais va aussi mettre en place un lieu d'échange entre les quartiers. Cette idée est en fait l'idée de passer de 2 dimensions, c'est-à-dire la façon dont nous dessinions les plans à l'époque, au XIXe siècle, à celle aujourd'hui où nous travaillons avec les 3 dimensions, la réalité augmentée, une espèce de maîtrise d'une certaine façon de ce qui nous entoure, de nos volumes et des espaces dans lesquels nous pouvons vivre et travailler. Donc, c'est un projet en 3 dimensions, dans l'épaisseur du sol, avec l'arrivée des trains, les métros que vous connaissez, mais aussi la lumière qui va être introduite au plus profond de ces espaces d'échange au cœur de ce quartier. Une référence parisienne, pour donner quelques dimensions, le Palais Royal, l'espace qui va être développé avec les entrées des transports en commun, mais pas seulement les entrées des transports en commun, car sous cet espace public, sous ce parc, sous ce tapis vert, eh bien, vont se développer de diverses fonctions qui peuvent être des fonctions importantes, des fonctions d'exposition, des fonctions de forum. Et pour cela, il a fallu, si je puis dire, créer une engravure, un sillon dans le sol. Ce sillon, ensuite, nous l'avons habité avec une ligne de verre. Cette ligne de verre, nous l'avons adaptée avec son relief pour créer des mouvements, des entrées, et petit à petit faire vivre tout cet ensemble qui se trouve dessous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une gare enterrée, nous ne sommes pas dans des espaces de vie qui sont des galeries commerciales sans lumière. Nous sommes dans des lieux qui vont permettre d'aller d'une gare à une autre gare, de prendre un train, de sortir dans le quartier, de s'arrêter, de travailler, de voir des expositions. Donc dans un ensemble que vous voyez ici de couleur verte qui est baigné de lumière naturelle. Cette light beam, comme nous l'appelons, est aussi un instrument d'optique, bien sûr, puisque c'est elle qui va conduire la lumière jusque dans le sol, mais c'est aussi un élément technique qui va nous permettre de nous protéger de l'extérieur, comme autrefois ces grands passages couverts. La light beam, c'est en fait l'idée de conduire, comme on le voit ici dans le Grand Central Station à New York, de conduire la lumière profondément, mais c'est aussi l'idée de pouvoir y retrouver des espaces naturels, c'est-à-dire de révéler, de reconquérir et d'apporter à ces quartiers, qui sont des quartiers souvent très
rude du point de vue du traitement. Les sols sont des sols durs, et il y a des voitures, il y a beaucoup de surfaces imperméables. Eh bien, nous voulons évidemment utiliser ces mouvements de personnes, tous ces mouvements qui font vivre ces quartiers, mais dans des conditions de confort, dans des conditions de retrouvailles avec la nature, et donc dans une forme d'harmonie avec des architectures qui sont des architectures de très grande dimension. Une image pour prolonger le propos de Iwa ICC. Aujourd'hui, donc, nous célébrons ces 10 ans, cet anniversaire. Aujourd'hui, le développement durable, la durabilité, la préoccupation de protéger la planète est devenu un message qui est un message récurrent. Tout le monde s'y intéresse, tout le monde n'y arrive pas pour l'instant, mais l'idée et la volonté existent. Eh bien, Lightwalk permet, à partir de l'expérience que nous avons eue ici sur le campus, de mettre en place ce dispositif de performance pour atteindre toutes les cibles d'une durabilité et donc d'un confort et d'une qualité de vie au centre de la ville, dans des situations qui sont des situations de gares, de terminaux, qui souvent sont des lieux où on ne fait que passer. Ici, on voudrait non seulement y passer, mais on voudrait aussi y être accompagné. Et c'est donc des lieux de relations, de réseau et d'empathie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire des lieux où l'on peut se poser. Et donc, il y a un ouvrage qui a été écrit et qui fait un répertoire, qui propose un répertoire aussi bien dans l'histoire que dans le monde des arts, que dans le monde des sciences, que dans l'urbanisme, que dans le paysage, que dans l'architecture. Depuis la nuit des temps, l'homme creuse, l'homme utilise le sol, il l'utilise de façon, je dirais, un petit peu célibataire, car chacun fait son trou, mais aucun trou n'est relié avec celui du voisin. Notre idée, notre idéal, c'est en fait que Iwa soit la référence de ce réseau, que Iwa montre que non seulement on peut creuser dans le sol, on peut habiter le sol, que la dimension symbolique est une dimension qui nourrit l'architecture, mais qu'à partir de ce vide, à partir de ce paysage, à partir de cet espace, un réseau se développe et relie l'ensemble de l'architecture, l'ensemble des lieux qui existent dans un campus comme celui de Iowa Women University. Ce projet, pour moi, est évidemment un projet essentiel, car c'est un projet qui assemble de façon définitive architecture et nature. C'est un projet extrêmement vivant, car des milliers de professeurs, de visiteurs, d'étudiants, d'étudiantes vivent ce campus et vivent ce lieu. Et c'est cette vie que je voulais vous montrer comme dernière image ici, c'est-à-dire le sol comme étant la ressource pour nous nourrir et pour transformer notre monde en le protégeant. Merci.